de modèles. C'est Vincent Arenguet de Arenega, pardon. Alice Alliance qui va nous présenter ce sujet. Merci à lui. Merci pour votre attention. Bonjour tout le monde. Déjà, est-ce que vous m'entendez? C'est au moins la première question. Ouais, ça va? Ah oui, j'ai une petite porte. Alors, déjà, je tiens à remercier l'équipe des déjeuners technologiques qu'on va inviter, ça fait très plaisir. Et aussi, je tiens à remercier Mounir, parce qu'il a été très patient, m'envoyer des mails, et moi je réponds très très tard, en général. Plusieurs jours, il est toujours resté très courtois. Merci à lui. Alors, je vais vous parler de génération de code à partir de modèles. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous ne voyez potentiellement pas ce qu'est un modèle. Donc on va essayer de commencer par là, dans un premier temps. Alors je me présente brièvement, c'est Vincent Aranega. Je travaille chez Axeliance, une société qui édite le logiciel GenMyModel, un outil de modélisation en ligne, de modélisation UML en ligne, qui propose aussi des facilités pour pouvoir générer du code. Donc, en termes de présentation, je vais d'abord commencer par vous présenter qu'est-ce qu'on entend par génération de code. Par génération, de toute façon, d'un point de vue informatique. Aussi, on va parler de modèle, puis du principe vraiment d'aller du modèle vers le code, ce serait temps. Et puis finalement, on va conclure avec quelques petites précisions sur les outils utilisés et les technologies existantes, que ce soit chez nous ou ailleurs. Donc, génération d'artefacts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, on va partir de quelque chose en utilisant un truc et on va arriver ailleurs. C'est ce qui se passe en informatique. Est-ce que vous avez des idées déjà? Est-ce que vous avez déjà utilisé un générateur sur une machine? De manière générale. Ouais. Là c'est de la génération de code directement, mais vous utilisez des générateurs tous les jours sur une machine, vraiment tout le temps. J'ai mis quelques petits exemples. Quand vous faites de l'assembleur, bon ok, vous faites peut-être plus trop d'assembleur maintenant en cours, mais quand on fait de l'assembleur et qu'on va transformer ça en binaire, c'est une génération de code. On pourrait même aller plus loin, on pourrait dire que quand on a un binaire qu'on va transformer en exécutable, c'est aussi une génération de code. Un document Word, on va le transformer en PDF. On va générer du code, en fait. On va générer des choses à partir de quelque chose d'autre. Là, ma présentation, je l'ai faite en LaTeX, par exemple, avec Beamer. Donc pareil, ça a été du texte que j'ai écrit, et à partir de ça, on a généré un PDF. Et le dernier exemple, c'est peut-être le plus connu, un compilateur, mais c'est le même principe de toute façon pour l'assembleur, où à partir de quelque chose d'assez haut niveau, donc le C par rapport à l'assembleur, on considère que c'est du haut niveau, on va avoir du code qui va être généré, donc de l'assembleur généré. Le compilateur va faire des choses pour nous. Donc, la génération de code, qu'est-ce que c'est? Alors là, j'ai mis une phrase un peu longue. Ah oui, autre chose. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Si c'est des questions qui sont vraiment matière à gros débat non plus, peut-être plus vers la fin, mais sinon, il ne faut quand même pas hésiter. Donc, en une longue phrase, je vais la lire parce que je l'ai écrite et je suis quand même assez fier. Donc, production d'un ou plusieurs artefacts cibles à partir d'un ou plusieurs artefacts sources où les artefacts cibles sont sémantiquement équivalents aux artefacts sources. C'est lourd, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai quelque chose en entrée, j'ai quelque chose en sortie qui va être produit à partir de ce truc en entrée, en passant par quelque chose. D'accord? Et il y a quand même une contrainte assez forte, c'est-à-dire que ce qui va être produit doit avoir la même sémantique que ce qu'il y a en entrée. Quand vous codez un algo de factoriel, quand vous avez votre exécutable qui est produit, vous voulez que ça fasse une factorielle, vous voulez que ça calcule une factorielle, ça calcule autre chose, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça qu'il y a cette idée de sémantique, donc de sens qui doit être absolument le même entre l'entrée et la sortie. D'accord? Alors, on va parler de modèles maintenant. Les modèles, c'est quand même très large. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous voyez à peu près ce que ça peut être un modèle? Par essence très large. Beaucoup d'avis. Bon, on va commencer. Je vais montrer quelques petits exemples. À quoi ça peut ressembler un modèle? Donc là, il y a plusieurs choses. Un modèle, ça peut ressembler à ça. Alors, ouais, c'est un peu fade, là, les couleurs en bas à droite. En fait, partout, c'est un peu fade. C'est pas grave. Là-haut, on a un circuit électronique. Un circuit électronique, vous êtes d'accord, ça ne ressemble pas forcément à ça. Par contre, vous retrouvez tous les concepts que vous pouvez avoir sur un circuit électronique. Donc en gros, ce qu'on a ici, c'est une abstraction du monde réel, à savoir la carte
potentiellement avec les puces, avec les pistes, etc., représentés schématiquement parlant. On a un plan du métro, alors j'ai pris le métro de Lille, thématique. Pareil, c'est un schéma, vous êtes d'accord, c'est pas le vrai métro, c'est pas le vrai plan, image satellite et compagnie. C'est une représentation abstraite, on a gommé beaucoup de choses dessus, on a gommé le nom des rues, on a gommé, je ne sais pas, la géographie de l'île, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Je suis même pas sûr que l'échelle soit exactement correcte, mais voilà. Là, c'est un modèle informatique, UML, un diagramme de classe, on voit des packages, des classes, etc. Je reviendrai dessus de toute façon un petit peu après. Et là-haut, c'est, on pourrait dire, c'est un modèle textuel, c'est un fichier de config de X. Je ne sais pas, de Xorg, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de configurer votre carte vidéo sur votre machine Linux. Vous passez par un fichier où vous devez définir quel est l'écran, quelle est la carte, comment vous liez les deux ensemble, etc. Donc c'est une abstraction de votre carte vidéo. Vous ne manipulez pas directement votre carte vidéo. On pourrait voir ça comme un modèle aussi, mais un modèle textuel cette fois. Alors l'informatique et les dessins, je vais surtout parler de modèles graphiques. C'est une grande histoire d'amour. Et je vais vous montrer que c'est vrai. J'ai pas été chercher bien loin, j'ai pris mon cahier sur lequel je travaille, j'ai fait des photos. Alors vous pouvez voir, bon, c'est pas très beau, je suis pas super à l'aise en dessin, hein. Sauf en flèche. En flèche, je suis balèze. Mais pour le reste, c'est pas terrible. Ça, c'est quand j'ai travaillé avec des collaborateurs ou tout seul pour réfléchir, on fait des dessins, de manière générale. Ça soit en mathématiques aussi, c'est vrai, on fait très souvent des dessins, ou que ça soit en... qu'est-ce que je veux dire en informatique, mais je pensais aussi à notre endroit où on fait plein de dessins. C'est pas grave, vous avez tous quelque chose en tête où on fait des dessins, de toute façon. Alors là, je sais même, honnêtement, je sais même plus très bien ce que j'ai voulu écrire là, quoi. Sur le coup, c'était très logique, là, ça allait beaucoup moins. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces dessins-là, vous êtes d'accord, et les dessins qu'on a vus avant? Les dessins qu'on a vus avant, vous les avez compris. Ces dessins-là, vous pitez rien, c'est normal. Parce que déjà, c'est pas très beau, mais en plus, il n'y a aucune logique, il n'y a aucun sens. Vous êtes d'accord? Je n'ai posé aucune règle qui fait que vous pouvez vous dire, ben, ça, effectivement, ça ressemble à ça, et ça correspond à ça. Alors là, au milieu, je pourrais dire que c'est potentiellement une table de H, mais j'en suis même plus très sûr. Là, le petit bonhomme, bon, c'est un utilisateur. Là, au moins, c'est à peu près crédible. Et vous voyez, il n'est même pas super bien fait, je ne suis pas très doué. Donc pour ça, un modèle, c'est non seulement une abstraction, un modèle graphique aussi, c'est une abstraction qui a une représentation graphique, mais c'est surtout un modèle qui est structuré. C'est une représentation abstraite d'un modèle, enfin d'un domaine concret, mais structuré. Et c'est ça le mot qui est important. C'est cette idée-là qui va être importante pour nous, parce que sans structure, on ne pourrait absolument rien faire. On ne pourrait pas manipuler ce modèle-là. On ne pourrait pas manipuler ce que l'on a. Alors, un modèle, il est conforme à une convention. Alors, le principe de convention, c'est pas très logique. J'ai mis ce mot-là, histoire d'avoir quelque chose à mettre plutôt que métamodèle. Mais sinon, on dit qu'un modèle est conforme à un métamodèle. Ça, c'est un mot assez important, cette histoire de conformité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va être vraiment correct, cohérent avec ce qui le représente. Un métamodèle, ça décrit la structure des modèles. Donc, c'est ce qui va dire, ben, un modèle, en fait, ça se construit comme ci, comme ça. Ça contient tant d'éléments, tant de types d'éléments, etc. Alors là, deux exemples qui sont plus ou moins parlants. Le premier, il n'est pas vraiment... On le donne souvent. Alors, je sais pas, j'imagine que les gens comprennent bien, je ne comprends pas super, mais sur la carte, c'est la légende. Enfin, je comprends l'idée, mais j'ai toujours un peu de mal à avoir cette relation très forte. Le deuxième, qui par contre est beaucoup plus parlant, c'est un code Java. Quand vous écrivez votre code Java, ou C, ou ce que vous voulez, il est toujours conforme à une grammaire. S'il n'est pas correct par rapport à cette grammaire, votre programme n'est pas conforme à la grammaire et donc ne compilera pas, vous ne pourrez pas l'exécuter. Vous êtes d'accord? Donc là-dessus, c'est bien ça qu'on va essayer de retrouver. En fait, un métamodèle, ça va décrire un langage, si vous voulez. Et un modèle, ça va être l'équivalent d'un programme conforme à ce langage-là. Et donc un modèle graphique, c'est un modèle qui possède une représentation sous forme de dessin. Donc à quoi ça ressemble un métamodèle? Ça ressemble à ça. Donc là, j'ai mis un petit extrait. Alors, plus ou moins adapté du métamodèle UML. Donc toutes ces boîtes, est-ce que vous êtes... Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout au clair avec les représentations sous forme de diagrammes de classe ou les notations objets, etc. Faut pas avoir honte, hein. Non? Bon, on va dire que ça va. Bon, vite fait quand même. Vite fait. Là, il y a plusieurs types d'éléments qui ont été créés, enfin, qui ont été représentés. Les éléments qui sont subtilement mis en italique, c'est des éléments qui sont abstraits, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas créer des éléments de ce type-là directement. Donc on pourra créer ici des primitive types dans notre modèle, des classes ou des attributs. Et les classes, avec cette flèche, la flèche avec le losange, indique que les classes contiennent des attributs.
La cardinalité, la petite étoile, ça veut dire 0 ou plusieurs. Donc là, c'est un exemple de modèle qu'il est possible d'écrire par rapport à ce métamodèle-là. Alors, il est écrit sous forme de graphe attribué et annoté, parce que c'est plutôt commode. On retrouve tous les éléments, on retrouve les éléments dans ce modèle-là du métamodèle. C'est normal. Vous voyez, ce qui est en vert, là-haut, c'est 2 classes. Donc j'ai créé 2 classes, chacune a un nom, Toto, Titi, parce que comme ça. La relation attribute ici pointe vers 3 attributs, chacun a un nom, et il y a un type primitif qui a été défini, et donc les 2 attributs par la relation type vont pointer soit sur un primitive type, soit sur une classe, parce qu'on voit ici qu'un attribut pointe sur un type, qui est un élément qui peut être soit un type primitif, soit une classe. Est-ce que ça va pour le moment ? Cette relation, surtout entre les deux, c'est ça qu'il faut essayer de bien voir. Ouais, ça va. Ok, on va dire que oui. Ça, c'est une autre représentation de ça. C'est exactement la même chose. C'est juste que la représentation graphique n'est pas la même. Mais on retrouve exactement les mêmes éléments, à savoir une classe Toto ici, une classe Titi, les attributs qui sont contenus dans la classe. Vous voyez, on a bien ça qui est une instance d'attribut. Et on a le type, par exemple, qui est indiqué dans le nom. Donc Toto, Titi qui référence la classe, et le primitive type qui représente la chaîne de caractères. Alors qu'est-ce que j'ai après ? J'ai ça. Ouais, je vais d'abord vous montrer rapidement. Non, je vais d'abord vous parler de ça. C'est idiot de vous montrer ce que je vais vous montrer tout de suite. Comme je vous ai dit, le métamodèle, c'est un langage. Des langages, il en existe déjà. Rien ne nous empêche d'en définir de nouveaux, bien sûr. Mais il en existe déjà dans quelques exemples. Il y a UML, qui est utilisé pour définir différents aspects d'un logiciel. On réfléchit quand même pas mal d'un point de vue objet avec UML, mais pas uniquement, pas forcément. BPMN pour faire des processus métiers. SysML pour faire du système embarqué, plutôt. Je crois que pour la nuit de l'info, je ne sais pas s'il y en a qui y ont participé, mais il y avait un défi SysML, je crois. Si je dis pas de bêtises. IFML utilisé pour décrire des contenus, le contenu, les interactions, ça je connais très mal. La plupart de ces standards appartiennent à l'OMG, un consortium qui a standardisé Corba, par exemple. Je crois qu'ils ont été créés autour de ce projet-là. Donc c'est des gens qui, à un moment donné, décident de produire des standards, que ce soit en termes de modélisation ou d'autres choses, pour histoire d'homogénéiser un peu tout. Comment ça fonctionne? Là par contre en interne je ne sais pas trop, je sais que c'est quelque chose d'ouvert. Moi je m'imagine souvent plein de vieux barbus qui sont dans un bureau, je sais pas, qui réfléchissent sur plein de choses. Je crois que ça me rassure, c'est le côté les sages qui réfléchissent sur des standards. En vrai je ne sais pas s'ils sont barbus ni s'ils sont vieux, je ne crois pas. Je vais vous montrer déjà ça c'est notre outil que nous développons, mais c'est pas tellement pour vous montrer l'outil, c'est pour vous montrer que pour pouvoir créer ces modèles-là, on va devoir utiliser un modeler. Alors pourquoi un modeler? Parce qu'il va falloir créer ces modèles pas n'importe comment, il faut qu'ils soient conformes par rapport à un métamodèle. Et c'est le rôle d'un modeler, de pouvoir à un moment donné dire, tiens, je vais créer l'équivalent d'une classe. C'est comme si on avait un peu un paint, si vous voulez, avec des formes prédéfinies, mais qui vont pouvoir se mettre dans un certain sens, qui a un certain sens aussi, une certaine sémantique, mais surtout qui vont nous empêcher de dessiner n'importe quoi. Et à côté de ça, il va y avoir une représentation graphique. Là, c'est la représentation graphique, pardon, il y a aussi une représentation sous forme d'arbre. Vous voyez ici, on retrouve à peu près nos concepts. Donc on retrouve nos concepts Toto, Titi. Pas le type primitif, il est caché. Nos attributs et les attributs qui sont contenus par la classe. Une autre façon encore de représenter le modèle. Et c'est toujours la même chose, juste une autre représentation. Donc maintenant, on va parler un peu plus, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, modèle et code. Donc par rapport à notre dessin de départ, je vous ai dit, on a des trucs qu'on passe par des machins et qui génèrent des choses. C'est pas exactement comme ça, mais l'idée, elle était là. Maintenant, c'est un peu plus précis. On a des modèles, et en sortie, on a du code qui va être généré et qui doit être sémantiquement équivalent au modèle d'entrée. Vous êtes d'accord? Toujours le même problème. On ne peut pas modéliser des choses et se retrouver avec un comportement à la fin ou avec quelque chose de générique qui n'a absolument aucun lien avec ce que l'on a modélisé. Ça énerverait tout le monde, surtout celui qui a passé du temps à faire son modèle. Comment ça fonctionne? Et ça fonctionne comme ça. On a notre modèle d'un côté, et à chaque fois vont être identifiés un élément ou plusieurs éléments, et au fur et à mesure de l'identification de ces éléments-là,
du code, donc des fichiers vont être produits. Donc vous voyez ici, il y a un autre élément qui permet de, à chaque fois, de générer une portion de code, ou un fichier, ou autre, etc. D'accord? Donc dans l'idée, c'est ça. On a notre modèle en entrée, on récupère des éléments, et puis à partir de ça, on va générer soit des fichiers, soit des répertoires, ce que vous voulez en fait, et du texte à l'intérieur. Alors forcément, pour manipuler ces modèles, on va avoir besoin de quelque chose en particulier, on va avoir besoin d'un langage. Si on n'a pas de langage, on va compter pour les manipuler. Alors on peut toujours se débrouiller d'une façon ou d'une autre, mais un langage dédié à ça, c'est quand même vachement plus pratique, vachement plus lisible, et ça nous permet surtout d'éviter d'avoir tout ce qui est pollution, on va dire, d'un langage quelconque. Savoir par exemple l'ouverture de fichiers, etc. On ne veut pas savoir tout ça. Donc pour manipuler un modèle, on va utiliser OCL. OCL, ça a été développé en 95, donc c'est pas tout jeune. Pour comparaison, je crois que PHP c'est 94. Je crois que c'est ça. Donc une année avant, mais ça fait quand même un bon bout de temps que c'est là. Ça a été développé par IBM, maintenant ça appartient à l'OMG, donc le consortium de vieux barbus dont je vous ai parlé. Au niveau de l'objectif d'OCL, j'ai pris une phrase de Benoît Campbell que je trouve très bien. OCL est avant tout un langage de requête qui permet de calculer une expression sur un modèle en s'appuyant sur son métamodèle. Ça veut tout dire. Est-ce que ça vous paraît flou déjà, ou ça va dans l'idée? Donc on va écrire des requêtes qui s'appuient sur le métamodèle qui décrit le langage, et à partir de ça, on va pouvoir questionner le modèle et avoir des résultats. Avoir un résultat sous forme de texte de ce que vous voulez. OCL, c'est un langage typé, c'est un langage sans effet de bord. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les requêtes qu'on va faire ne vont pas modifier notre modèle. Et ça je veux dire, c'est à garder en tête. Et en gros, ouais, ce que ça permet de faire, si on réfléchit bien, c'est juste de naviguer dans un modèle, récupérer des éléments, filtrer des éléments, et finalement se retrouver avec des sous-ensembles d'un peu tout. Alors, je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble sur notre modèle. Alors, pas directement avec OCL, mais avec un sous-ensemble. Enfin, c'est un langage qui a été développé en interne, qui reprend beaucoup d'idées d'OCL. Si vous voulez dire, par exemple, on va essayer de récupérer sur Toto la totale. Déjà, on va récupérer Toto. C'est notre élément. C'est déjà pas mal. On peut récupérer aussi son nom. Vous êtes d'accord? Il y a un attribut dans le métamodèle qui dit que chaque classe a un nom. Donc, je peux naviguer sur Toto pour aller récupérer son nom. Le résultat, c'est Toto. Je peux récupérer... Il n'y a rien? Ah merde. Alors, comment faire? Comme ça? Vous voyez un peu mieux? Non, c'est trop petit? Comme ça, ouais. C'est mieux? Ok. Bon, on voit plus le modèle derrière. Par contre, on voit les essais sur l'UTF-8 qui passent bien. Donc, je vais revenir sur le coup du nom, peut-être, juste. Ouais, enfin, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir. On peut demander à récupérer tous les attributs contenus dans la classe Toto. D'accord? Donc là, on a une collection d'objets et compagnie, etc., etc. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Je vais reprendre le modèle qu'on avait tout à l'heure, sous forme de graphes attribués, annotés, etc., etc. J'ai mis quelques expressions au-dessous, et puis on va les dérouler, juste pour que vous compreniez le principe de navigation à l'intérieur. Donc on se place dans le contexte de I1, donc la classe tout en haut, c'est quoi ce côté déjà? Gauche, non? Si, c'est ça, ouais. Non, c'est ça? Moi, j'ai un doute, pas grave. Je chercherai sur Internet. Alors, self. Self correspond à I1, notre classe là-haut. Et je fais .name, donc je récupère l'attribut name au-dessous. D'accord? Donc le résultat de cette expression, c'est Toto. C'est déjà pas mal. Ensuite, on part de self, on récupère, on navigue tous les on attributes, on va récupérer cette collection-là d'éléments. Donc on va récupérer I2, I3, I6. Si on va un peu plus loin, hop là, on récupère donc notre self on attribute, donc ces éléments-là. Je vais récupérer le premier élément de cette collection. Je vais récupérer son type. Vous voyez la navigation qui s'opère à chaque fois dans le modèle. Et là, je récupère son nom. Donc là, j'ai une chaîne de caractères. Et dernier exemple, un peu plus complexe avec un filtrage. Donc on a cette collection-là et on va filtrer tous les éléments tels que le type doit être absolument une classe. En gros, ça veut dire que parmi tous ces attributs, je vais sélectionner seulement ceux qui ont un type qui est une classe. Donc ceux qui ont un type qui est un type primitif ne seront pas sélectionnés. Vous voyez, c'est le I6 ici qui va être récupéré. Donc, je retourne là-dessus, et je retourne aussi ici. Si on considère ce que je vous avais dit au départ, à savoir que
hop, je vais prendre mon truc là. À savoir qu'il suffit d'identifier des éléments en entrée pour pouvoir essayer de générer du code avec. D'accord? On récupère des éléments, on va produire quelque chose, on va produire du texte. De ce que j'ai mis tout à l'heure... il est passé où là? Non, ouais. De ce que j'ai mis tout à l'heure, vous avez vu avec le toto.name, on a déjà récupéré le nom. C'est déjà pas mal. Si on écrit un générateur qui doit générer du Java, c'est une partie du travail si on veut générer une classe. C'est déjà sympa. Là, un petit exemple, rapidement. Est-ce que ça va? Ben non, j'ai pas défini. Si. Alors, c'est l'exécution. Vous voyez, j'ai écrit quelques lignes qui ont permis de récupérer un attribut, d'afficher son propriétaire, etc., etc. Donc, juste un affichage, en fait, hein, l'équivalent d'un printf, si vous voulez, avec du texte et des éléments du modèle récupérés via OCL. Et voilà le résultat. Je me retrouve avec quelque chose qui ressemble à de la génération de code déjà. J'ai commencé à générer un petit fragment. Vous êtes d'accord? C'est quand même pas mal. Mais c'est pas très pratique. Il y a des langages qui font ça très bien. J'ai écrit une requête qui était quand même très longue pour pouvoir générer juste ce petit morceau-là. Alors il y a un langage dédié, des DSL, donc MOF M2T, donc c'est Axeléo, l'implémentation de ce langage-là qui est le plus utilisé. Il y a aussi EGL, Epsilon Generation Language, etc. etc. Donc des templates JET. J'ai mis ATL, QVT en trichant, ce sont des langages qui permettent de manipuler des modèles, qui ne permettent pas normalement de générer du code, mais comme je vous l'ai montré, on peut afficher de toute façon quelque chose à un moment donné dans un terminal à l'écran que vous voulez. Donc on peut tricher un peu, hein, en fait, générer du code à ce niveau-là. Mais on va partir surtout sur MOF M2T, qui permet de définir un peu tout ce que j'ai dit avant, mais en un seul petit morceau. Là, vous voyez, c'est un template qui va permettre de prendre une classe et de générer du code correspondant à cette classe-là. Donc ça travaille comment? Tout ce qui va être entrecroché va correspondre à l'évaluation d'une requête OCL. D'accord? Donc une opération de navigation ou de filtrage ou ce que vous voulez sur le modèle. En dehors de ça, il va y avoir des mots qui vont être écrits. Tous les mots qui sont en noir, c'est les mots qui vont être recopiés tels quels dans le fichier de sortie. D'accord? Donc à partir de ça, tout simplement, au moment où ce fragment va être évalué sur un modèle, classe va rester tel quel dans le fichier, c.name va être le nom de la classe qui va être affiché dans le fichier, etc. Tout va se résoudre. Alors, je vais montrer un petit exemple. Ouais, bon, je peux vous montrer déjà un peu tout mis ensemble, mais je vais vous montrer l'exemple en live, parce que ça sera super classe, si ça marche. Notre modèle en entrée, ce qu'on avait au milieu, on ne savait pas encore exactement ce que c'était, c'est une transformation de modèle vers texte maintenant. On a un nom dessus, donc un mélange d'OCL plus de différentes requêtes qui permettent d'écrire des choses dans un fichier. Et donc en sortie, on a notre code Java, qui est sémantiquement équivalent, qui a le même sens que ce que l'on avait au départ. Alors là, si tout va bien, je vais essayer de réduire ça. On a un petit éditeur de template dans GenMyModel. Je vais juste remplacer ce template-là par un autre, qui est ici. Non, ici. Ouais. Non, toujours pas ici. Voilà. Je vais lancer. Alors, ce que vous voyez là, c'est à l'état de POC, hein, encore. C'est-à-dire que ça fonctionne. Je ne vais pas dire que ça ne fonctionne pas, sinon c'est quand même pas terrible. Mais surtout, tous les écrans ne sont pas encore codés. Je ne suis pas du tout quelqu'un de très front, de très graphique, etc. Donc, du moment que j'ai quelque chose qui ressemble à une console, je suis content. Donc, j'ai lancé ma compile. On prie pour que ça marche. Ok, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Cannot find opération generate. Ah oui, ben ouais, il me manque un morceau du template. Il me manque un morceau du template ici. J'ai rajouté la génération des attributs en plus de la génération de classe par rapport au petit morceau que je vous ai montré tout à l'heure. Ok. Ça, c'est un problème, un petit bug à régler, rien de méchant. On va réeffacer notre console pour voir que ça fait vraiment des trucs et que c'est pas de la connerie. Donc, ce qui se passe, c'est que le script que vous voyez là est envoyé sur un serveur. Là, c'est en local. Il est envoyé sur le serveur le compile, récupère le modèle sur lequel on était en train de travailler, c'est-à-dire celui-là, lance la génération de code, donc va appliquer ce code-là au modèle qu'on avait en entrée, et nous donne un résultat. Le résultat qui est disponible à cette adresse ici. Donc, on va s'empresser d'aller télécharger le tout. Ici, on va dézipper tout ce qu'il faut. Donc, vous voyez bien qu'on a deux classes. Ça se voit là ou pas? Ouais.
on a deux fichiers qui ont été générés, Titi et Toto, et si on regarde à l'intérieur de Titi, non Toto plutôt, Titi avec que dalle à l'intérieur, voilà, on se retrouve avec nos attributs, notre classe et notre constructeur, parce que je sais pas, j'avais mis un constructeur sur le template. Vous voyez? Donc derrière ce petit code anodin, il se cache quand même pas mal de concepts, à savoir déjà on a manipulé une structure complexe, une structure de modèle, et en plus on a navigué à l'intérieur via un langage de requêtage pour obtenir des résultats et pour pouvoir afficher tout ça dans un fichier texte. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas clair du tout pour le moment? Il faut me dire, hein, sinon je répète des choses. Ouais, c'est bon, ça va? Faut pas hésiter, on est entre nous. Donc, je vais vous parler de quelque chose, de la distance sémantique. Alors moi, je mets ce mot-là dessus. Je trouve qu'il claque pas mal. Alors, l'hypothèse derrière tout ça, enfin c'est aussi le départ du tout, c'est de dire on a un modèle. Le modèle, c'est une abstraction du monde réel. C'est une abstraction, donc c'est pas lié à un langage de programmation en particulier. Vous êtes d'accord? Parce que là, ce que j'ai dessiné, les carrés et les flèches, ça pourrait être n'importe quoi. Donc théoriquement, on peut aller vers n'importe quel langage. Rien n'empêche. Le mapping pour Java qui a été utilisé, il est très simple. Une classe, c'était une classe. Un attribut, c'était un attribut. Bon. Il y a un peu du 1 pour 1, c'est pas tellement compliqué. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on veut générer du code pour du C, par exemple? C'est moins évident de suite. Hein. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour avoir quelque chose qui nous donne un sens objet en entrée? Vous êtes d'accord, notre diagramme de classe, il a un sens objet, c'est des attributs, des classes, des instances. Comment est-ce que je fais pour traduire ça en C? Déjà, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est possible ou que c'est pas possible? C'est une vraie question. Hein. Non. Non, c'est pas possible. Bah, en fait, si, c'est possible. Mais c'est bien. Non, c'est très bien. Si tu avais dit oui direct, ça aurait un peu cassé mon truc. Non, non, c'est très bien. Ouais, je me doute bien que c'est fait exprès. Ouais. Non, non, effectivement, on peut. C'est vrai que de prime abord, on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là, le Vince, il est cramé. On peut pas. Vraiment, ça n'a pas de sens. En fait, si, tu peux. Tu peux faire quelque chose comme ça. Par contre, il faut bien trouver une traduction. C'est ça qui va être difficile, c'est de trouver une traduction pour tout ça. Ben, on n'a pas la notion, il y a plein de notions qui ne sont pas là en C pour pouvoir faire de l'objet. On peut toujours essayer de simuler de l'objet, mais on n'aura jamais exactement le même sens. Donc soit on essaye de trouver une traduction dans le langage cible pour complètement couvrir tout ce qu'on a en entrée, la totalité de la sémantique qui a été mise en entrée. C'est faisable. Ça peut prendre du temps, mais c'est faisable. Il y a une autre solution, mais qui implique toujours l'utilisation de la première à un moment donné, c'est de restreindre la sémantique de départ. Donc à considérer que notre diagramme de classe, finalement, c'est peut-être pas tellement un diagramme de classe. C'en est un, mais oui mais non, avec des choses en moins. Ou avec un contexte beaucoup plus spécifique. Grâce à ça, on résout quand même pas mal de problèmes. Je vais vous montrer juste un petit exemple. Je vais revenir sur mon code ici. Donc vous avez vu, là, on a appliqué quelque chose de très simple, à savoir une classe pour une classe, un attribut pour un attribut. Maintenant, supposons que le code que l'on produise, donc le code Java, c'est un code qui doit être généré pour un framework en particulier. Et ce framework, il utilise uniquement des objets qui sont clonables. C'est-à-dire que si je produis du code, enfin le code d'une classe qui n'est pas clonable, eh ben, je n'aurai aucun résultat. Donc ça veut dire qu'en sortie, on a quand même une certaine contrainte. On ne veut pas prendre tout ce qu'on va avoir en entrée, on ne veut pas prendre des classes au sens général, mais on veut forcément prendre des classes qui ont un sens plus fin que ça, c'est des classes qui sont clonables. Donc on peut utiliser dans l'UML un mécanisme particulier qui permet de raffiner ces concepts-là. Si on ne l'a pas, eh bien on va supposer implicitement qu'on l'a, enfin que c'est ici. On va remplacer notre code tout simplement, qui doit être ici, non. Donc là j'ai remplacé le code par un code un poil plus complet, pour que vous voyez, non le scroll. Je suis désolé, j'ai pas de souris, c'est hyper pas pratique le trackpad. Ça, je crois que vous vous en doutez. Voilà. Et donc, on va compiler, exécuter ce fragment. Qu'est-ce qui a été rajouté en plus? Eh bien, tout simplement, toutes les classes implémentent clonable maintenant. Et on a rajouté la méthode de clone, qui itère sur tous les attributs contenus dans la classe et qui va tout simplement créer une copie et affecter les valeurs des attributs à cette copie-là. Juste une bricole, j'ai rajouté une petite, qu'on appelle ça un petit
petit fragment qui dit que si l'attribut n'est pas un attribut primitif, si ce n'est pas une chaîne de caractères, un entier ou quoi que ce soit, alors on rajoute .clone à la fin pour cloner l'élément en question, pour cloner l'objet. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai produit du code qui est un peu plus fin, enfin vous voyez, qui est plus précis que ce que j'avais avant. J'ai rien précisé sur le modèle d'entrée, c'est implicite. Ce qui veut dire que ce générateur-là, même s'il va bien couvrir ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir à la fin, toutes nos classes qui sont clonables, si on les met dans les mains de n'importe qui, sans notice d'utilisation, ben on va aller droit dans le mur. Personne ne va comprendre pourquoi il y a ça qui est généré, alors que ce n'est pas du tout ce qui est donné en entrée. Donc il faut faire attention avec ce genre de choses quand même. Ce n'est pas incompatible, mais il faut être au clair avec ce qui se passe. Donc je vais générer le tout, je vais vous montrer le résultat. Si, ouais, pareil, j'allais dire si ça marche, mais c'est bien. Si les dieux sont avec nous, ça fonctionne. Tac, on va aller... Et donc là, j'ai mon code de Toto, pardon. Et vous voyez bien, la méthode clone qui a été rajoutée, il implémente clonable, et donc on crée une copie, un nouvel élément Toto, et on affecte tous les éléments, avec le dernier, l'attribut 3, qui n'est pas un type primitif, et donc qui va se voir affublé du postfix clone ici pour pouvoir copier cet élément-là. Et on retourne la copie. Hop. Quoi d'autre? Si, juste pour préciser par rapport à ça, vous voyez quelque chose qui est quand même assez important, c'est que la génération de code, on s'en sert surtout, dans ce cadre-là, pour essayer d'industrialiser des choses, pour essayer de faire un comportement, il va y avoir un comportement qui va être automatique, fréquent, et on ne veut pas le faire à la main. Vous voyez, c'est plutôt pratique. Imaginez maintenant que vous travaillez à plusieurs, parce que là il y a 2 classes, vous vous dites ok c'est un peu pourri, mais imaginez qu'il y a 20 classes, vous travaillez avec plein de personnes, et à un moment donné vous devez vous taper tous les trucs à la main, créer tous les fichiers à la main, créer tous les impléments à la main, créer toutes les copies à la main par rapport à ce modèle-là, qui va servir de communication, qui va servir en fait un peu de carte pour tout le monde. Vous vous rendez compte que c'est quand même assez pénible, c'est vraiment très pénible, ça peut prendre des fois des jours, parce qu'on se plante, parce qu'on n'écrit pas les bons noms, parce que des fois il y a des, qu'est-ce que je veux dire, il y a des incohérences par rapport à ce qui a été fabriqué, etc. Enfin, ce qui a été modifié, etc. La génération permet de s'affranchir de tout ça, permet d'industrialiser, donc c'est bien ce que je disais, du code qui est pénible à taper. Alors pour cette histoire de distance sémantique, on a fait un test avec un collaborateur, donc un stagiaire qui est passé chez nous. On a écrit un générateur de code qui partait du ML et qui allait vers Arnold C. Alors qu'est-ce que c'est? Arnold C, c'est un langage qui est créé uniquement avec des phrases d'Arnold Schwarzenegger. Donc, c'est un langage qui ne permet pas de faire beaucoup de choses, en fait. Pas de ces films ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il a été créé comme ça. C'est un langage avec un sens, mais vraiment très petit. Il peut manipuler que des entiers. Déjà, ça restreint pas mal, des entiers signés. Déjà pas terrible. Pas de structure de données. Donc, tout ce qui est objet, etc., on oublie, hein, c'est mort. Pas de variable globale. On ne peut retourner forcément qu'un entier, au gros maximum. Hein. On ne peut rien retourner d'autre, c'est évident. On peut afficher des chaînes de caractères, mais on ne peut pas avoir d'opération de concaténation ni quoi que ce soit. On ne peut rien faire. On peut faire des multipliés, des divisés, encore heureux, des plus 1, etc. etc. Et bien pourtant, même si la distance entre les deux semble vraiment énorme, parce qu'elle est énorme, hein, vraiment, entre d'un côté ce qu'il y a, on a quelque chose qui est plus ou moins objet, qui peut définir des flots, etc. Et de l'autre côté, quelque chose qui permet de faire quasi-codel. On a quand même réussi à écrire un générateur qui permettait de couvrir une partie de la sémantique qu'on avait en entrée. Alors on n'a pas pris le diagramme de classe par contre, on a pris le diagramme d'activité du ML. C'est un diagramme qui permet de décrire des flots d'exécution, plus ou moins. Des flots d'action, on va dire. Il y a 2 éléments qu'on a essayé de conserver, qui étaient des éléments importants. C'était une histoire de précédence, si vous voulez. Les actions ne se mettent pas dans n'importe quel sens, ne s'exécutent pas dans n'importe quel sens par rapport au diagramme. C'est-à-dire qu'à des moments, on a des joins, des for, je vais vous montrer ça sur le modèle, ça sera vachement plus évident à vous montrer, enfin à vous expliquer. Alors, diagramme d'activité. Donc ici, on peut définir des actions s'enchaînent les unes les autres. Il y a des moments, on peut vouloir créer un fork, c'est-à-dire que 2 actions peuvent s'exécuter en même temps. D'accord? Et donc, il y a bien une histoire de précédence, c'est-à-dire une histoire un peu temporelle. Si je dessine quelque chose comme ça,
Hop. Bon, on va pas le faire super beau. J'avais pas prévu de le dessiner en fait. Donc, tac, c'est quoi, c'est W? Voilà. Désolé, c'est pas passionnant, ni pour vous ni pour moi. Ah, c'est tout petit là. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, admettez que le truc... Ah, j'ai pas dû dessiner le bon composant. Vous voyez, j'ai dessiné le mauvais composant, le modeleur me refuse de rajouter quelque chose dessus parce que ce n'est pas, le bon élément. Donc ça prouve qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça donne quand même une certaine sécurité aussi. Bon, admettez qu'il y a des flèches partout là. Le sens quand même qui est donné dessus, c'est que l'action tout en haut s'effectue avant l'action 2, que l'action 5, je parle, peut s'effectuer à un moment ou à un autre, mais de toute manière, l'action 6 ne se fera pas tant que l'action 3 et 4 n'ont pas été terminées. D'accord? Donc ça, c'est le sens qu'on a essayé uniquement de garder quand on a essayé de faire notre générateur Arnold C. Alors on a réussi à coder en fait un genre de simili réseau de Petri en Arnold C, c'était très dur. Il a fallu jouer avec des petites failles du compilo qui nous a permis de faire quelque chose qu'on n'était pas censé faire. Mais ça pour vous montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin, on peut faire vraiment ce que l'on a envie. Ensuite, il y a un autre petit problème, sachant qu'on est sur du modèle abstrait. Ça, c'est une thématique qui est très chère à Anetia. C'est le passage de l'abstrait vers le concret. On se retrouve avec un modèle qui est très abstrait. On doit aller vers une cible qui est très 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 spécifiée. Soit on écrit un seul gros morceau, une seule grosse transformation qui prend tout à l'intérieur, ça va être compliqué, ça va être pénible, ça sera impossible de le maintenir. C'est juste impossible. Du coup, une solution derrière tout ça, c'est tout bête, c'est de prendre notre modèle d'entrée et petit à petit de le transformer, avec différentes étapes, en quelque chose de beaucoup plus proche du code qu'on aimerait avoir. Et grâce à ça, l'étape de génération de code, elle est quasiment triviale. On a du 1 pour 1. Par contre, si on veut faire ça, forcément, on ne peut plus uniquement s'appuyer sur la technologie qu'on avait de génération de code. On est obligé d'avoir quelque chose en plus. Vous êtes d'accord? Là, on ne veut pas générer du code, on veut modifier un modèle. Et il y a des technologies pour ça, fort heureusement. Donc avant, on avait de la génération de texte à partir de modèles avec Axeléo, donc avec une transformation de modèle vers texte. Et là, on va essayer de raffiner un modèle, de changer d'espace technologique carrément, parce qu'on ne peut rien nous l'interdire. Et tout ça va se faire avec un langage de transformation de modèle. Et surtout, avec ce langage de transformation de modèle, les trois quarts du temps, c'est du OCL++. Un peu comme ce qu'on a eu avec les transformations de génération de code, c'est du OCL++. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre modèle d'entrée, on va le passer par différentes étapes successives de transformation, et à chaque fois, on va modifier notre modèle. Notre modèle ici a été modifié, on a enlevé des éléments, là on en a rajouté petit à petit, et à la fin, on va pouvoir générer notre code. D'accord ? Donc avec ça, ça a quand même certains intérêts. Là, c'est deux chaînes qui sont utilisées chez nous en interne pour générer du Java et du SQL. C'est des chaînes qui sont assez compliquées. Chaque ligne correspond à un fragment, c'est-à-dire soit à une transformation de modèle vers modèle, soit une transformation de modèle vers code. Et des fois, autre chose aussi. Même tout est, c'est donc modèle vers code, et là, c'est de modèle vers modèle. Tout ça est exécuté dans l'ordre, donc en partant du haut en descendant. Et chacune des étapes permet de modifier le modèle d'entrée. Par exemple, la deuxième, remove use case element, permet tout simplement d'enlever de notre diagramme de classe tous les éléments du diagramme de use case. Parce qu'il y a des éléments qui sont en commun en fait et qui pourraient parasiter la génération de code. Donc on se permet de les enlever. On n'a pas écrit ça tout à la fin, on a mis ça vraiment dans une brique, uniquement à un endroit. Vous êtes d'accord ? À côté, on la retrouve, cette méthode, c'est quand même, enfin cette brique. C'est quand même vachement pratique. Parce que ça veut dire que maintenant, si on a tout qui est sous forme de briques, on peut partager des briques entre différentes chaînes de transformation, donc entre différents générateurs de code. Ça permet deux choses. Non seulement on évite de perdre du temps à recoder la même chose, ça arrive très souvent qu'on ait les mêmes traitements à faire, mais en plus on gagne en maintenance, surtout en lisibilité, mais aussi en test. On peut tester facilement des petits morceaux de code, c'est beaucoup plus facile à tester qu'une transformation énorme. Et en plus, si on part sur ce principe-là, on partage les éléments. Donc un bug résolu à un endroit, c'est un bug résolu aussi à un autre endroit. D'accord? C'est le principe de modularité de toute façon. La chaîne SQL, elle est un peu particulière. En fait, elle ne génère pas du SQL directement. Elle génère d'abord du Java qui est annoté avec des notations JPA Hibernate. Et à partir de ça, on va générer du SQL. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça et pas la transformation directe? Vous allez me dire, c'est un peu con. Alors oui, effectivement, dit comme ça, c'est un peu con. Le truc qui est quand même très pratique, c'est que la transformation vers Java, c'est une transformation qu'on maîtrise très bien, surtout dans un diagramme de classe. On est capable de mettre de l'héritage. Vous savez comment traduire de l'héritage vers du SQL? Alors il y a des solutions, c'est jamais très évident.
Là, on l'a pour rien. Vous voyez, on génère notre Java ici, puis après, on a des commandes shell qui passent, qui récupèrent notre résultat, qui font des traitements dessus. Donc là, pour générer tout ce qui est annotation Hibernate, pour générer le schéma de base de données à partir de tout ça. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors maintenant, dans la vraie vie, dans le vrai monde, la vraie vie véritable, etc., comment est-ce qu'on peut manipuler tout ça? Donc, il y a beaucoup d'outils qui existent sur Eclipse pour manipuler toutes ces technologies. D'abord EMF, ça c'est la technologie, on ne peut pas s'en passer de ça. C'est ce qui permet de décrire des métamodèles, de décrire des modèles conformes à des métamodèles que l'on a décrits, etc. Ça donne tout un framework qui permet de manipuler des modèles, en fait. Par-dessus ça, on rajoute OCL et compagnie, mais c'est déjà la base. Avec ça, on pourrait déjà limite s'en sortir, sauf que c'est pas très pratique. Il nous faut aussi des modeleurs UML. Donc là, je parle de Papyrus parce que je sais qu'il y en a d'autres aussi sur Eclipse, mais je ne les connais pas. Donc, je connais Papyrus sur Eclipse, c'est pour ça. Mais Papyrus, je crois qu'il propose des solutions de génération de code. Pareil, c'est à confirmer, mais je suis quasi sûr que oui. Ensuite, on retrouve les outils, à savoir QVT, ATL, Axeleo. Donc Axeleo pour la génération de code. Les fragments de code que je vous ai montrés, vous pouvez les avoir dans Eclipse en utilisant Axeleo. QVT, c'est le langage de transformation de modèle, et ATL aussi, qui va vous permettre de raffiner votre modèle. Donc en utilisant tous ces trucs-là, vous pouvez vous retrouver avec une chaîne de transformation, une chaîne de compilation, vous pouvez manipuler tout ça. Vous pouvez aussi manipuler tout ça dans un navigateur, comme je l'ai fait. Donc en utilisant soit, il y a des modeleurs, donc il y a Lucidchart, Kaku, etc. Mais en fait, ce n'est pas vraiment des modeleurs, ça permet de faire des dessins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure derrière. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait besoin d'une structure. C'est ce qui faisait la différence entre mes dessins pourris et les vrais modèles. Donc là, malheureusement, il n'y a pas de structure, on ne peut absolument rien faire avec. Et donc il y a notre modeleur qui permet donc de modéliser de l'UML, du flowchart, de l'ICOR pour faire des métamodèles, qui propose l'utilisation de chaînes de génération. Donc le principe que je vous ai montré, à savoir l'alliance des transformations de modèles en utilisant QVT et de génération de code en utilisant Axeleo. Donc tout ça, c'est accessible en ligne, etc. Mais sachez que sur Eclipse, il y a déjà tout ce qu'il faut pour faire ça. Vous n'êtes pas marié à notre technologie ou quoi que ce soit. Bon, pour conclure, donc un modèle, c'est une abstraction du monde réel. On peut aller vers il existe plusieurs langages de modélisation. Vous avez vu, il y a UML, il y a des tonnes d'autres choses. Ça permet de gagner du temps, parce que la génération de code est un outil. Ça ne va pas remplacer votre travail. Personne ne va le voler, votre travail de développeur. Il sera toujours là. La génération, c'est vraiment là pour vous filer un coup de pouce. Alors dans certains cas, on peut générer énormément de choses. Et c'est très bien. On peut faire beaucoup de simulations, notamment dans le domaine de l'embarqué. J'ai discuté tout à l'heure avec Mounir. C'est quand même vachement pratique de faire de la simulation, surtout dans l'embarqué. Pourquoi? Parce que ça coûte très 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 cher de produire un système, de produire une puce. Alors je me souviens jamais si c'est Gérard Berry, fondateur d'Esterel, avait raconté une fois en conférence une anecdote qui était très intéressante, qui était amusante aussi. Il disait, ben voilà, quand on produit des puces, on fait des trous partout, au niveau des puces, au niveau des circuits, pour pouvoir, si on a fait une connerie, passer des tout petits fers à souder et re-souder ou couper des pistes, enfin rattraper les conneries. Ça coûte super cher de faire ça. Vous imaginez, c'est normal. Donc, plus on va pouvoir modéliser, plus on va pouvoir détecter les erreurs tôt, en termes de modélisation, et plus on va pouvoir s'appuyer sur la génération de code qui est plutôt à l'épreuve des balles. On sait, une fois que ça a été fait, et qu'on sait que c'est certain, que le code qui est généré il correspond à ce qu'on a fait, à ce qu'on a modélisé, on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Enfin, on est sûr. Du moins, on peut tester, est-ce qu'il y a des erreurs, pas des erreurs. Donc, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher de déterminer l'erreur en haut. On est encore sur du virtuel, on n'est pas sur du matériel. Aussi, ça permet de faire de l'exploration d'architecture. À partir de ça, on peut générer plusieurs configurations à partir du même modèle, et puis à la fin, regarder quelle configuration est la plus rapide avec des outils de simulation en bas ou des outils de benchmarking, etc. Donc ça permet, ce que je mets, d'anticiper les erreurs, ça permet aussi d'accélérer le développement. Forcément, ça accélère le développement si c'est bien utilisé. Si vous êtes tout seul, par contre, à utiliser ça, c'est pas forcé que ça vous fasse gagner du temps, mais en équipe, c'est un argument qui est plutôt, qui joue en faveur de la modélisation. Qu'est-ce que j'ai mis? Permet un chiffre rapide de techno, voilà. Enfin, après, c'est plus ou moins condensé de ce que j'ai raconté. Bon, je vous remercie de votre attention. Ça a été un peu lourd, je suis désolé, j'ai très probablement débordé, mais vous avez été très patient et c'est très gentil. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, je suis là, donc il ne faut pas hésiter et on peut discuter de tout ça. Des questions, pas de questions? Je vais prendre comme quoi c'était très clair.